À la fin de la séquence, vous connaîtrez les différents circuits de commande du drone et ses batteries. Sous effort sur une pièce, cette dernière subit une déformation élastique. Puis, si l'effort s'intensifie, la déformation devient plastique et la pièce se déforme d'une manière permanente. Et si l'effort devient extrême, une rupture de la pièce peut se produire. Les matériaux équipant les drones sont en base de carbone et cette matière passe directement à une déformation élastique puis la rupture. Les constructeurs aéronautiques connaissaient bien ces phénomènes et font de nombreux calculs et essais au sol avant de permettre à l'aéronef de voler. Les résultats de ces calculs orientent le dimensionnement des pièces, mais également imposent les limites comme la masse maximale, facteur de charge maximal, etc. Un système électrique est un ensemble de composants qui permettent de produire, de distribuer et d'utiliser de l'électricité. Lorsqu'un générateur alimente un circuit, la différence de potentiel électrique appliquée aux bornes de ce circuit est appelée tension. On la note U exprimée en volts. Cette tension se mesure obligatoirement entre deux points d'un circuit, avec un voltmètre branché en dérivation. L'intensité est la qualité d'électricité qui circule pendant une seconde. On la note I et son unité est l'ampère. Cette intensité se mesure obligatoirement en un point du circuit avec un ampèremètre branché en série. La résistance R se mesure en ohms. Elle limite le passage du courant électrique dans un circuit. La conductivité électrique est l'attitude d'un matériau à être traversé par un courant électrique. C'est l'inverse de la résistance. La résistivité ρ est le fait qu'une matière offre une facilité plus ou moins grande au passage du courant. Lorsque cette facilité est importante, l'élément appelé conducteur. Dans le cas contraire, l'élément est isolant. Tout récepteur présente une résistance R au passage du courant, de la tension électrique U appliquée aux bornes de ce récepteur, et découle un flux de courant d'intensité I. La loi d'Ohm est le lien entre la valeur R d'une résistance, la tension U à ses bornes et l'intensité I qui la traverse. Plus la résistance sera grande, plus l'intensité du courant circulant dans le circuit sera faible. On dit que le I est inversement proportionnel à R. La capacité est essentiellement une mesure de la puissance de la batterie, exprimée en ampères-heure est égale à la puissance divisée par la tension. Un circuit en série est un circuit dans lequel les composants sont connectés les uns après les autres, de sorte que le courant traverse chaque composant avant de passer au suivant. Dans un circuit en parallèle, les composants sont connectés de manière à ce que le courant puisse circuler à travers chacun d'eux indépendamment les uns des autres. Dans un circuit en série, la tension est la même à travers chaque composant, mais le courant est différent. Dans un circuit en parallèle, le courant est le même à travers chaque composant, mais la tension est différente. La résistance totale d'un circuit en série est la somme des résistances de chaque composant. La résistance totale d'un circuit en parallèle est inférieure à la résistance de tout composant individuel. Les batteries utilisées sur nos drones sont le plus généralement des batteries LiPo, lithium polymère. Elles offrent l'avantage de conserver la même puissance au cours de leur utilisation. Les accumulateurs LiPo ont une tension nominale de 3,7 volts par élément. Les lettres S et P marquées sur les batteries, par exemple pour une batterie LiPo 4S3P, 4S indique 4 éléments en série. 3P indique qu'il s'agit de 3 lignes en parallèle. La tension d'une batterie va en partie déterminer la vitesse à laquelle le drone va voler. La tension influence directement sur la vitesse de rotation du moteur électrique. La valeur associée à la lettre C d'une batterie LiPo
indique la capacité maximum et la décharge continue de votre batterie. Il faut ainsi savoir que l'autonomie des batteries en vol dépend de plusieurs facteurs, tels que la capacité de la batterie, la charge appliquée sur la batterie, la résistance interne de la batterie, la masse de drone au décollage, les conditions météorologiques comme le vent, la température et le froid qui agit sur les réactions électrochimiques qui visent à libérer l'énergie chimique de la résistance interne de la batterie. Avant de charger une batterie LiPo, inspectez attentivement son emballage pour vous assurer de l'absence de coupure ou de déformation. Si la batterie présente un défaut, vous ne devez pas la charger, même si elle est neuve. Ne jamais charger avec une valeur supérieure à celle préconisée par le fabricant des éléments. Ceci peut être dangereux. Il est important de vérifier constamment l'état de la batterie pendant la charge. La charge doit être effectuée avec la batterie hors drone. Utilisez seulement des chargeurs spécifiques aux batteries LiPo. Chargez votre batterie dans un sac de protection LiPo. Ne chargez pas votre batterie sur une surface inflammable telle que la moquette, le parquet. Ne chargez jamais une batterie gonflée qui a coulé ou endommagée. Se reporter aux instructions concernant la sécurisation des batteries en fin de vie et ne chargez pas un pack immédiatement après son utilisation et pendant qu'il est encore chaud. Laissez-le refroidir à la température ambiante. Les hélices sont généralement en plastique ou composite. Les hélices sont pour la plupart équipées d'un système autoserrant permettant d'éviter le risque de desserrage de l'hélice au cours du vol. Ce système autoserrant permet également d'éviter de monter une hélice à l'envers. L'hélice est comme une aile d'avion. On retrouve le bord d'attaque, le nez de l'aile, la surface dessus de l'aile, l'extrado, la surface dessous, l'intrado et le bord de fuite, l'arrière de l'aile. Le sens de rotation est généralement indiqué sur l'extrado de l'hélice ou sur le moyeu. Sens horaire CW ou anti-horaire CCW. Sur une hélice, les marques reportées par exemple 50-45 indiquent le diamètre et le pas. Le pas étant la distance de déplacement de l'hélice pour une rotation complète de celle-ci. On parle également de la corde et de l'angle de calage pour une hélice, la corde étant la ligne qui relie le bord d'attaque au bord de fuite. L'angle de calage est l'angle entre la corde et le plan de rotation. On notera que la pale d'une hélice est vrillée sur toute sa longueur et l'angle de calage augmente progressivement en partant de l'extrémité d'une pale et allant vers le centre du moyeu. Ce vrillage permet à l'hélice de fonctionner avec un angle d'incidence relativement constant sur toute sa longueur. Les moteurs électriques les plus couramment utilisés sur les drones classiques sont des moteurs brushless, moteurs sans balai. Les bobines sont alimentées de façon séquentielle, ce qui crée un champ magnétique tournant à la même fréquence que les tensions d'alimentation. L'aimant permanent du rotor cherche à chaque instant à s'orienter dans le sens du champ. Le moteur brushless présente plusieurs avantages, tels que la possibilité d'accélération élevée sans limitation due à la communication ou un temps de démarrage court et une gamme de vitesse importante. Les moteurs brushless nécessitent d'être pilotés par un contrôleur ECS, Electronic Speed Controllers. Ce dispositif possède deux fonctions principales. La première est d'alimenter successivement les trois phases du moteur en tenant compte de la vitesse de rotation demandée par la position de la manette de gaz. La deuxième est d'augmenter ou diminuer la vitesse de rotation de l'hélice et donc voler plus ou moins vite. La plupart des ECS disposent d'une sortie bec de 5 volts permettant d'alimenter d'autres servitudes de votre drone qui fonctionnent elles aussi en 5 volts, généralement des radios, contrôleurs de vol, etc.
Un aéronef télépiloté doit être utilisé en conformité avec les limitations associées à sa navigabilité. Le télépilote doit donc s'assurer que l'aéronef reste à l'intérieur du volume maximal défini pour le vol, soit visuellement ou au moyen des informations de positionnement disponibles sur la station sol, afin de ne pas dépasser les limites de hauteur autorisée, qui est variable en fonction du scénario et de la zone où se déroule le vol. Il est nécessaire de paramétrer précisément un plafond. Cette limite repose sur une hauteur par rapport au sol, mais elle est associée à la réception d'une altitude GPS ainsi qu'une altitude barométrique. Pour évoluer horizontalement jusqu'aux distances autorisées par votre scénario, vous devez disposer d'un système de limitation d'évolution horizontale. La plupart des systèmes proposent de définir un volume maximal et peuvent intégrer les zones à exclure, comme par exemple un arbre ou une antenne dans le volume du vol. Un dispositif automatique qui empêche un aéronef de dépasser une altitude ou une hauteur maximale programmable, même en cas de commande du télépilote ou d'activation d'un plan de vol automatique, est obligatoire pour tous les aéronefs non captifs. Le dispositif de protection des tiers doit satisfaire aux conditions suivantes. Il limite à 69 joules l'énergie d'impact suite à une chute libre depuis la hauteur maximale d'opération. Il peut être déclenché sur commande du télépilote, même en cas de dysfonctionnement des automatismes embarqués de contrôle de la trajectoire de l'aéronef. Si ce dispositif est constitué d'un parachute, le temps nécessaire pour son déploiement et la stabilisation de l'aéronef à la vitesse de chute permettant de satisfaire aux critères de limitation de l'énergie d'impact et entraîne une perte de hauteur de l'aéronef inférieure ou égale à 15 mètres depuis une position. Un dispositif installé à bord de l'aéronef doit enregistrer les paramètres essentiels du vol, dont au minimum la localisation, l'attitude de l'aéronef et la qualité du signal de commande et de contrôle, afin de permettre une analyse des 20 dernières minutes de vol. En plus de disposer d'une information sur le positionnement et le déplacement de l'aéronef, lui permettant de s'assurer en temps réel que l'aéronef ne dépasse pas les limites de volume maximal de vol, le télépilote doit disposer d'un retour vidéo. La perte du retour vidéo ou une liaison dégradée entraînant un pilotage compliqué doit entraîner la mise en œuvre d'une procédure d'atterrissage. Un aéronef télépiloté évolue sous contrôle manuel lorsque sa trajectoire résulte à tout instant de commande d'un télépilote transmise en temps réel. Un aéronef télépiloté évolue de manière automatique lorsque son évolution en vol a été programmée avant ou pendant le vol et que le vol s'effectue sans intervention d'un télépilote. Lors de phases de vol automatique, le télépilote doit être en mesure à tout instant de reprendre le contrôle manuel de l'aéronef en cas de panne du système de stabilisation ou de guidage. Un aéronef évolue de manière autonome lorsqu'il évolue de manière automatique et qu'aucun télépilote n'est en mesure d'intervenir sur sa trajectoire. Mode stabilisation peut se révéler difficile de gérer les gaz car il n'existe pas d'assistance sur ce mode de vol. Les deux manches doivent en permanence être utilisées pour la stabilisation totale de ce mode de vol. Au mode stabilisation de hauteur, les difficultés peuvent apparaître pour maintenir la position ou les trajectoires souhaitées avec des conditions venteuses. En mode 2, seule la manche, celui de droite, est à utiliser. En mode stabilisation par GPS est le mode de vol qui demande le moins d'attention au pilotage pour le télépilote. Un entretien régulier de l'aéronef et de ses accessoires est obligatoire. Pour savoir comment le réaliser, il faut se reporter au dossier d'utilisation.
qui est composé d'un manuel d'utilisation et un manuel d'entretien, que vous avez bien sûr déjà défini lors de la création du manuel d'exploitation, le MANEX. Le manuel d'entretien indique les vérifications périodiques nécessaires au maintien de la navigabilité de l'aéronef. Les opérations de maintenance effectuées doivent réglementairement être consignées dans le carnet d'entretien.